Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 juin aujourd'hui et je vais tourner une vidéo sur, je pense, des petits défis que vous allez avoir et je pense que c'est différents petits défis. Donc je vous laisse prendre note sur un bout de papier peut-être de différents défis que vous allez avoir autour de ça, que moi bien entendu j'ai eu ces derniers jours. D'ailleurs je vais noter pour pas oublier tout de suite. C'est un peu comme si depuis quelque temps on vous testait sur des notions qui ont déjà été vues, abordées, notamment aussi dans les capsules du labyrinthe 2. Aussi labyrinthe 1, ouais, sur les effets halo, vous voyez, sur les amalgames, sur les formes de racisme, sur toutes ces choses-là où vous faites des amalgames et dans votre côté rigide, vous mettez tout le monde dans le même sac, hein, parce que le rigide a tendance à généraliser, à supposer, à mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Il est dans des formes d'extrémisme, le rigide 1, ce qui est donc injuste et inapproprié. Et c'est ça le principe de la blessure d'injustice. Hein. C'est que je combats l'injustice, mais finalement, je suis moi-même injuste. Le rigide, c'est quand même un personnage assez particulier. D'ailleurs, dans les faits divers, au moment où je vous tourne cette vidéo, hier il y a eu un fait divers de société où il y a un étudiant de 14 ans qui a tué une surveillante. Si vous avez suivi ce fait divers, ce fameux gamin était ambassadeur contre le harcèlement dans le collège. Donc c'est-à-dire que ce gamin combat, parce que c'est ça, les rigides, ils combattent l'injustice, mais ils sont remplis de colère et de violence intérieure, vous voyez? Et souvent, ils sont remplis de colère et de violence intérieure, car c'est en lien avec leur vie antérieure, des choses qu'ils ont subies. Il y a un truc là à l'intérieur qui... Lui, ce gamin, était ambassadeur, il était le personnage du collège envers qui il fallait aller en cas de harcèlement scolaire, car lui, voilà, il initiait des démarches dans le collège pour combattre le harcèlement. Vous voyez, le gamin, il communiquait sur ces sujets de harcèlement. Il mettait en place des choses pour combattre le harcèlement. N'empêche que, donc vous voyez, il combat l'injustice, la cape dorée, vous voyez, n'empêche que, quand cette surveillante lui a fait des remarques à lui, il a dit « je vais m'occuper de son cas ». Et il s'est occupé de son cas, il l'a tué, il l'a poignardé. Vous voyez, on est typiquement dans un cas concret sur le terrain d'un rigide. Je ne dis pas que tous les rigides sont prêts à tuer, mais le rigide, sous regard d'un côté militant et combattant qu'il combat avec sa cape dorée, il est rempli de violence intérieure. Et vous allez devoir travailler ça, cette notion-là, vous allez être testé sur cette notion-là avec des gens dans votre vie, peut-être en soirée ou autour d'un repas de famille ou un cercle professionnel, peut-être que pendant un repas ou une pause café ou voilà, avec vos collègues, vous allez être confronté à des cas de figure comme ça où vous allez voir des gens comme ça, c'est-à-dire qui ont pour façade de combattre quelque chose, ils sont très militants, ils n'arrêtent pas d'en parler, mais en fait, quand vous les étudiez, labyrinthe 3, vous savez, la cohérence, l'analyse avec cohérence où on prend de la hauteur, le labyrinthe 3, vous allez devoir regarder avec hauteur que cette personne a une violence. Souvent, elle essaye de
toujours inciter tout le monde à penser comme elle. Et si vous ne pensez pas comme elle, vous êtes nul, vous êtes débile. Il y a cette forme de trait. Vous voyez, que ce soit un militant contre... Alors, essayez de balayer toutes les causes, hein, l'écologie, le véganisme, parfois même des causes telles que de l'homophobie. Parfois, vous avez même des extrémistes là-dedans. Le féminisme. Essayez de trouver... C'est des gens qui se font porte-parole d'une cause et en fait, ils partent dans un extrême. Ils partent dans un extrême. Visiblement, vous allez devoir faire pour... Bon, ça, il n'y a que les personnes qui sont en coaching avec moi qui vont pouvoir le faire. Mais ceux qui sont en coaching avec moi, vous allez devoir faire une sorte de comparaison avec moi. C'est-à-dire que vous savez... Par exemple, si vous êtes en coaching avec moi, vous le savez, vous le voyez à chaque fois, c'est que même si moi j'ai des discours où je parle des personnes toxiques, je ne vais pas aller dire non plus que tout le monde est toxique. Si je parle de la maltraitance enfant, je vais quand même dire qu'il ne faut pas non plus éduquer les enfants non plus en enfants rois. Vous voyez, si je parle de féminisme, je vais dire aussi que le matriarcal, c'est pas ok. Si je dis qu'il ne faut pas mettre un effet à l'eau sur les parents, je vais quand même vous demander de savoir aussi pas être intolérant envers vos parents et je vous fais beaucoup travailler en coaching de ne pas être agressif quand ça s'y prête pas et de savoir faire preuve d'humanité aussi envers eux, de faire preuve de compassion. Vous voyez, je suis toujours dans cette nuance de gris, jamais dans un extrémisme. J'analyse toujours la situation au cas par cas, je dénonce des choses, mais je ne vous demande pas de partir dans un extrémisme, de considérer que tout le monde est comme ça. Vous voyez un peu l'idée? Donc une personne qui n'est... Vous savez que moi, de base, je ne suis pas rigide. C'est la différence avec quelqu'un qui n'est pas rigide. Vous voyez, c'est que la personne qui n'est pas rigide va avoir une capacité d'analyse au cas par cas. Elle ne généralise pas, elle analyse avec cohérence. Elle a beaucoup plus de facilité à prendre de la hauteur et à analyser avec cohérence. Pour la plupart d'entre vous, vous avez une part rigide. Mais votre part rigide, elle peut être comme ça, comme elle peut être comme ça. Ça, on l'identifie très facilement en consultation. Ça s'identifie facilement dans votre façon d'être, de penser. Et inévitablement, quand vous avez une façon de penser qui est un peu trop à généraliser ou un peu trop comme ça, dans le jugement ou dans la supposition, je vous le fais sans cesse remarquer, parce que c'est une forme de violence. Et vous avez, en général, dans votre façon d'être au quotidien, beaucoup de mécanismes de violence visibles ou invisibles. Hein? D'accord, parce que les violences invisibles, j'en parle beaucoup. On peut penser que ça, c'est pas de la violence. Si, c'est violent pour celui qui reçoit. D'accord? Donc, tout ça, on y travaille, de comprendre qu'est-ce qui est violent pour les autres. On travaille beaucoup sur tout ça. Donc, inévitablement, vous allez devoir vous éduquer un peu sur tout ça. Et c'est pour ça que tous mes articles sur Facebook sont toujours dans ces sens-là, pour dénoncer toutes les formes de toxicité, pour que vous compreniez que si vous-même vous avez été habitué ou éduqué dans des cellules où on pratiquait beaucoup ça, parce que ça se faisait toujours de génération en génération, ben au moins que vous réappreniez à être choqué, à vous dire « Ah, ok, ça, c'est un mécanisme de violence visible ou invisible. » Je ne sais pas pourquoi, un chakra-gorge. La mauvaise communication, c'est ça? Je ne sais pas. Ghoster, tout ça, c'est des mécanismes de violence invisible. Hein. D'accord? Bon, je ne sais pas pourquoi. On verra après. Quoi qu'il en soit, par rapport à ça, voyez, dès qu'on m'interrompt, moi je perds le fil de ce que je devais dire.
Peut-être que vous-même, vous interrompez toujours les autres. C'est un mécanisme de violence invisible. À chaque fois, l'autre peut jamais s'exprimer, il perd toujours le fil de ce qu'il doit dire. Vous voyez, c'est hyper chiant en fait, c'est hyper chiant. Donc je vais essayer de me rappeler de quoi je parlais. Vous allez avoir voilà, des défis avec des personnes rigides comme ça, et vous allez devoir remarquer toutes ces formes de violence et pas mettre un effet halo autour de ces personnes qui, parce qu'en façade, sont militants de quelque chose, ça fait d'eux une personne bien. Pas du tout. Vous le savez, moi j'ai déjà cité plein d'exemples en coaching, en vidéo, dans les anecdotes, quand je parle des anecdotes. Par exemple, de personnes qui avaient une maman qui faisait du catéchisme, très investie dans la vie religieuse de la commune, et quand elle rentrait, elle disait qu'elle n'y croyait pas, et dans la vraie vie, elle volait de l'argent à des gens, elle arnaquait tout le monde. Entre la vitrine et qui l'on est, parfois il y a un fossé énorme, il ne faut pas mettre d'effet à l'eau. Donc vous allez avoir des défis avec des personnes comme ça. Moi, personnellement, j'en ai eu 2 cas en consultation avec des personnes qui viennent à moi, mais ça c'était un peu les défis papillons de nuit. Vous savez, les papillons de nuit, il y a eu des vidéos défi 2, défi 3 dans les playlists papillons de nuit. Je les remettrai sans doute en dessous. Inévitablement, ces vidéos sont tombées il n'y a pas très longtemps. Quand elles tombent, ça veut dire qu'on va revivre le défi. Et quand ça tombe aussi en révision, ça veut dire qu'on va revivre le défi. Moi, on me l'a représenté avec 2 personnes en consultation, un peu les mêmes profils. C'est-à-dire quelqu'un qui vient à vous, qui a un masque de personne sensible, qui se victimise beaucoup. Ben, le rigide, on le sait, c'est Calimero, il se victimise beaucoup, et qui vous raconte un récit de vie où le pauvre petit malheureux ou la pauvre petite choupinouninette est victime de tout le monde. Donc il faut la défendre, la protéger. Et quand vous écoutez son récit du début à la fin, au fur et à mesure des consultations, il n'y a rien qui tient la route. Dans son récit, il n'y a rien de cohérent. Il manque plein de pièces. Et quand vous essayez d'aller poser des questions sur ces pièces manquantes, parce que vous voyez que le discours ne tient pas la route, cette personne a plusieurs clés de manipulation dans son trousseau de clés. Soit elle répondra jamais à vos questions. Elle va changer de sujet, espérant que vous ayez oublié. Elle va changer de sujet. Elle va aller se revictimiser sur autre chose. Voilà. En fait, vous ne connaissez jamais l'intégralité d'une histoire. Elle fait toujours une amnésie sur la moitié d'histoire. Et quand vous voyez que dans le récit, vous n'avez pas reçu l'intégralité du récit et que vous voulez avoir des compléments d'information, elle sort son trousseau de clés pour ne pas vous le donner. Elle cache des choses. Vous voyez, elle a beaucoup de choses à cacher. La deuxième méthode de trousseau de clés qu'elle va utiliser, bon, ça peut être aussi du gaslighting, c'est-à-dire qu'elle va se noyer sans mêler les pinceaux et elle va repartir dans des contradictions où il n'y a rien qui tient la route, ok? Bon, ça c'est classique. Et la troisième, ça va être l'agressivité. C'est-à-dire que quand vous cherchez à vous engouffrer dans le truc pour poser des questions, là, vous allez avoir un panneau stop, protection. Et cette personne va essayer d'être agressive pour vous intimider, pour que surtout vous n'approchiez pas de cette zone. Parce qu'elle ne veut pas vous laisser rentrer dans cette zone. Elle ne veut pas que vous ayez l'intégralité de l'histoire. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas encore assez travaillé la peur du conflit, vous pourriez vous stopper là et rentrer dans le jeu de cette personne qui ne souhaite pas vous laisser, qui va jouer d'intimidation par essayer d'être agressive. Mais ça prend pas en fait.
en principe, ça ne doit pas prendre. Cette clé ne doit pas fonctionner sur vous. Sur moi, ça ne prend pas. Mais sur vous, en général, ça va prendre. En fonction de là où vous en êtes. Parce qu'avant, moi, ça marchait de cingler sur moi. Puisque j'avais une peur du conflit, j'avais peur des forts tempéraments. Donc il suffisait qu'une personne sorte cette clé-là pour qu'en fait, je ne m'engouffre jamais. Mais cette personne, elle va continuer à vous baratiner, à vous manipuler, à ressortir le « je suis victime » et avec beaucoup de baratin dans l'histoire où il n'y a rien qui tient la route, parce que dans son récit, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est elle qui a beaucoup de violence, qui est l'agresseur et le persécuteur, ou que régulièrement dans sa vie, elle persécute du monde. Donc comme elle persécute du monde, elle a souvent des x3 qui lui tombent sur la figure. Donc inévitablement, vous voyez bien que cette personne, quand elle vous raconte des choses anodines, vous voyez bien qu'elle est loin d'être une frêle brebis. Elle est loin d'être victime. Elle est elle-même souvent dans l'agression avec les autres personnes. Et ça ne se tient pas du tout la route. Vous voyez que cette personne est sans cesse dans de la persécution. Donc c'est normal qu'elle revive ce qu'elle a à revivre. Vous voyez ? Vous allez devoir apprendre à faire la différence entre quelqu'un qui, dans sa vie, est trop serpillière, comme moi j'ai été, qui doit donc vivre des entraînements de ring pour ne plus avoir peur du conflit, pour s'entraîner, pour apprendre à se défendre, pour être sa propre sécurité. Et une personne qui a beaucoup de violence en elle, qui souvent agresse des gens et qui ne va pas retenir, elle va oublier, faire une amnésie qu'elle agresse les gens, et elle va retenir seulement les situations où elle s'est pris son x3. Et elle va parler que de ça, de je suis victime, je suis victime, je suis victime. C'est quand cette personne est très détendue. C'est quand cette personne est en lâcher prise, qu'elle est détendue, qu'elle vous raconte un peu les choses. Et c'est là où vous voyez à quel point elle est agressive, à quel point elle est violente avec des gens. Parce qu'elle vous raconte des situations où elle a agressé des gens dans des situations où ça ne s'y prêtait pas du tout. Pas du tout. Quand vous lui faites remarquer, elle va toujours avoir une bonne excuse. Sauf que, écoutez bien son récit, c'est du gaslighting, il n'y a rien qui tient la route. Ensuite, faites bien attention parce que dans les récits de ces personnes-là, quand ils racontent qu'ils ont été agressés, en général, il n'y a aucun fait. Il n'y a eu que de la supposition. Écoutez le récit. Tout le langage, les mots qu'elle emploie, cette personne. Elle, du début à la fin de son récit, l'agression n'est pas un fait. Elle est basée que sur des suppositions. Cette personne a fait, a dit, elle a voulu, je suis sûre que, mais en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que cette personne n'a pas dit ces mots-là. Et quand vous creusez pour dire « Ah, mais cette personne, elle a dit ça », ou que vous demandez à voir le message, soit vous ne le verrez pas, soit « Ah non, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais je me doute que c'est ce qu'elle voulait penser. » Bah oui, je sais. Vous voyez, vous allez toujours voir qu'en réalité, il n'y a pas eu d'agression. Tout est basé sur une paranoïa. Et on en revient sur la paranoïa qui est une forme de démence. On invente quelque chose et ces personnes font courir des rumeurs. Ces personnes, quand ils arrivent en consultation avec moi, ce sont des persécuteurs. Ce ne sont pas des personnes qui viennent en consultation dans un but de remise en question. Ce sont des personnes qui viennent en consultation dans le but d'entendre « Je suis victime, fais-moi des câlins, Peggy, occupe-toi de moi, je suis victime de tout le monde. » J'ai donc besoin, moi, de comprendre ce que la personne travaille. Donc inévitablement, j'essaye de comprendre
ce que cette personne a subi pour comprendre quel est le truc qui se répète tout le temps. Est-ce qu'on lui fait travailler? Est-ce qu'on lui demande d'être moins serpillière comme moi? Mais en fait, il n'y a rien qui tient la route. Vous voyez que elle n'a aucun fait à vous exposer. Donc en fait, plus vous posez des questions, moins vous avez de réponses. Il n'y a pas de fait, il n'y a que du vide, il n'y a que du creux, du creux, du creux, du creux, du creux, du creux. Des rumeurs. Mais il n'y a pas de fait, il ne s'est rien passé. Et ça, vous devez y prêter attention. Énormément attention à ça. Vous allez devoir faire la différence entre quelqu'un qui baratine, qui invente, car paranoïaque, et quelqu'un qui a réellement subi quelque chose. La personne qui a réellement subi quelque chose, son discours est cohérent, il y a des faits, il y a des preuves, tout est cohérent. L'autre, c'est un gros bordel, il y a plein de zones nébuleuses. C'est totalement différent. Le fait qu'on vous ait fait travailler le labyrinthe 3 doit vous permettre de savoir mieux analyser, de ne pas faire d'amnésie, d'être en conscience, d'écouter. Ça vous permettra de faire la différence entre les deux. Le fait de savoir faire la différence entre les deux vous fait nettoyer la rigidité, puisque vous arrêtez de généraliser et de faire une généralité. Là, vous analysez au cas par cas. Donc cela vous fait nettoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de ces situations d'analyse. Ça vous fait travailler l'écoute, les effets halo, de ne pas généraliser, d'être en conscience, concentré, de ne pas interrompre, vous écoutez, vous posez des questions, ça vous fait travailler, vous voyez, le fait de confronter quelqu'un dans du gaslighting, mais aussi une capacité d'écoute dans le cas où c'est une personne qui réellement a vécu quelque chose, et d'être capable de vous connecter au cœur et d'être en compassion à écouter son récit. Et vous allez vraiment pas, c'est pas du tout la même chose. Et si vous êtes en compassion envers le baratineur qui se victimise alors que c'est lui le persécuteur, et que à côté de ça vous êtes méfiant envers la personne qui a vraiment vécu quelque chose et que vous n'avez pas cette capacité d'analyse, vous n'allez pas avoir la réaction adéquate en fonction du cas que vous avez en face de vous. Ce qui peut énormément vous mettre en danger dans votre blessure de trahison, parce que vous allez faire rentrer dans votre vie les mauvaises personnes, les loups prédateurs qui ont comme le loup, la patte blanche, voilà, qui font semblant d'eux, et puis vous allez rejeter les personnes qui, au contraire, eux, étaient des personnes ok. Et vous devez avoir cette capacité d'analyse. Vous imaginez, si moi, je n'avais pas cette capacité d'analyse, je serais une piètre thérapeute. Inévitablement, il arrive que j'ai des persécuteurs comme ça qui viennent à moi en consultation, et le but, c'est de savoir, de ne pas avoir d'a priori dès le début, mais de savoir quand même très rapidement capter les signes et les red flags qui montrent que. Donc là, j'en ai eu 2 dernièrement. Ça se repère assez facilement. Voilà. C'est sûr que bon, moi, c'est mon métier. Inévitablement, le but, c'est de leur faire remarquer à moi, enfin moi, en tout cas, de ne pas rentrer dans leur jeu. Non, c'est de vite leur faire remarquer que arrête ton cinéma, ça se voit, t'as été démasqué. Souvent, c'est des personnes très excessives, très excessives. Ces personnes-là vont beaucoup utiliser en clé de manipulation la flatterie. Le truc, c'est que sur moi, la flatterie ne fonctionne pas. Pourquoi? Bah déjà, j'en ai pas eu dans ma vie, voilà. Donc en fait, je sais très bien me passer de ça. Hein. J'ai pas peur de manquer de ça, j'en ai pas eu. Donc en fait, sur moi, je peux très bien m'en passer. Pour d'autres personnes, au contraire, le fait de ne pas en avoir eu, ils sont en quête de. Non, moi je sais que c'est un moyen où beaucoup de gens manipulent par ce biais. Donc souvent, l'excès de pue. Vous sentez vite si c'est connecté au cœur ou à une stratégie. Parce qu'à côté, il y a plein de contradictions quand c'est connecté à la stratégie. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu hier, qui est vraiment un exemple top.
Et comme cette personne voulait être sous les projecteurs, elle le sera dans cette vidéo. Voilà. J'ai eu une personne qui s'est lancée avec moi en coaching avec cette envie de victimisation, d'avoir de l'attention, etc. Et puis, très rapidement, dans un temps ultra court, des grands mots, des grands mots. Voilà, des grands mots genre je te vois comme une sœur. Quand vous avez quelqu'un qui, au bout de très peu de temps, vous sort des grands mots comme ça, c'est un peu bizarre, vous voyez. Cette personne m'avait écrit beaucoup de messages qui dépassaient complètement les temps de séance, où je ne pouvais même plus tout consulter, à moins de faire des séances de 3 ou 4 heures. Vous voyez, donc une personne qui prend beaucoup de place, deuxième red flag. Et comme j'avais pas le temps de tout lire, j'étais obligée de survoler, parce que je ne vais pas non plus annuler dans ma journée tout le monde pour me consacrer qu'à elle, parce que donner, vous voyez, non, ce côté trop excessif. Et dans le lot, elle m'avait écrit un poème. Et elle m'a reproché de ne pas avoir fait assez d'effusion sur ce poème. Elle m'a demandé ce que j'en avais pensé. Donc, sans hypocrisie, sans filtre, je me suis dit, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Ça l'a donc vexée, l'histrionie, le centre du monde. Vous voyez l'histrionie, le centre du monde. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme en plus elle me baratinait sur le fait qu'elle agressait tout le monde à longueur de journée, qu'elle suppose qu'elle fait passer tout le monde comme des méchants pour, elle, obtenir mon attention, et moi ça prenait pas parce que je voyais que c'était elle l'agresseur, elle voyait qu'elle n'arrivait pas à me manipuler. Donc comment réagit une personne qui n'arrive pas à vous manipuler? C'est exactement comme dans la vidéo de je sais plus qui que j'avais mis, les paranoïaques, c'est que quand ils sentent qu'avec vous ça va pas prendre, ils se cassent. Donc c'est ce qu'elle a voulu faire, c'est-à-dire se casser. Mais en piquant, parce que comme elle est remplie de violence et d'agressivité, c'est ce qu'elle veut faire. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, tout ce qu'elle a fait n'a fait que faire tomber son masque. Et souvent, c'est des personnes qui se vendent toutes seules, ces personnes-là. Cette personne m'a fait des pics en disant « Je vois bien que tu es une personne intéressée. Toi, ce que tu aimes, c'est parler des cadeaux que tu as reçus en story. Et moi, un poème, ça, t'en as même pas parlé. » Vous voyez un peu cette personne, comme elle est vexée de ne pas avoir été le centre du monde, elle essaye de piquer, parce qu'elle est pleine de violence, il faut toujours qu'elle fasse du mal, vous voyez? Donc elle a essayé de faire du mal, sauf que ça ne m'a pas atteint, moi je sais que je suis, voilà. Elle aurait aimé que je ne remercie pas les autres pour les cadeaux, et elle a essayé d'inventer quelque chose qui n'est même pas réel. Vous voyez, elle repart dans la supposition, dans le jugement. Et elle tacle, elle prend son jugement pour une vérité. Car j'ai déjà partagé des textes d'autres personnes. Mais je partage aussi les cadeaux. Oui. Mais les cadeaux que je reçois, c'est pas des Rolls-Royce que je reçois. Vous voyez? Donc en fait, cette personne a essayé de sortir quelque chose d'un contexte, d'en faire sa vérité. On est dans l'axe de la semaine. Les gens ne croient pas en ce qui est vrai, ils croient en ce qui les arrange. C'est-à-dire que comme elle a été démasquée, qu'elle est excessive et que je ne rentre pas dans son jeu, qu'elle n'arrive pas à me manipuler, elle essaye de contrôler la situation en déformant toute la réalité pour se dire encore une fois, je suis victime des autres, alors que c'est elle la persécutrice. Vous voyez? Donc elle a inventé tout de A à Z, elle a fait que mentir dans son truc pour essayer de me reprocher des choses, mais il n'y a rien qui tient la route, il n'y a rien de cohérent.
puisque tout n'est basé que sur du mensonge, de la supposition, où elle déforme les faits pour les rendre, pour les mettre à sa sauce, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, cette personne a clairement montré qu'en réalité, elle m'appréciait pas tant que ça, qu'en fait, elle n'a pas fait un poème pour moi, elle l'a fait pour être mise en valeur sur les réseaux sociaux et que je parle d'elle, en fait. La Dalidite. Excusez-moi, j'ai dû m'interrompre pour aller mener mon fils en cours. Il a des horaires, voilà, c'est ça, au lycée. Donc, en fait, j'en reviens à ce que je disais. Donc, j'en reviens à cette personne. Elle m'avait fait un poème, mais en fait, peut-être que c'était finalement orchestré, que je ne le vois pas plus que ça dans la multitude de messages qu'elle avait mis. Le trop qui mène au chaos, vous voyez, quand il y en a trop, à un moment, on ne voit même plus. Et que ne sombrez jamais non plus dans le too much, vous voyez, parce que on sent que c'est pas connecté au cœur au bout d'un moment. Vous voyez, dans la quantité, il y a quelque chose qui déconne. Hein, voilà, l'histrionie, on sent bien qu'il y a quelque chose qui déconne. Vous voyez, ça rassure pas. Voilà. Par rapport à ça, on voit bien que cette personne n'était pas dans une réelle connexion au cœur. De toute façon, elle ne me connaissait pas depuis si longtemps que ça, qu'elle utilise des grands mots tels que « comme une sœur », vous voyez. Ensuite, le poème, je ne sais pas ce qu'il contenait puisque je n'ai pas de souvenir. Hein. Mais en tout cas, si on analyse avec cohérence cette situation, cette personne écrit un poème, mais pas réellement pour moi. Puisque le fait que je ne l'ai pas publié ouvertement au grand public son poème, elle m'en veut que je ne l'ai pas mise en valeur devant tout le monde. Ça veut donc dire que le poème n'était pas pour moi. Le poème était un outil, un accessoire pour... Moi, j'étais juste chosifiée là-dedans pour être mise en valeur aux yeux de tous. C'est-à-dire que c'était encore une stratégie, on est dans le portail de la stratégie actuellement, c'était une stratégie de Dalidite. C'était pour encore obtenir les projecteurs, être vu et obtenir de l'attention de plein de gens. Sauf que comme elle ne l'a pas obtenu, elle m'en a voulu. Donc comme elle m'en a voulu, elle a été frustrée. Donc comme elle a été frustrée, elle m'en a foutu plein la figure que... Donc, raccourci fait, ça veut donc dire que je suis quelqu'un de matérialiste puisque j'ai publié en story des cadeaux d'autres personnes et pas son poème. Voyez le raccourci de malade. C'est-à-dire que là, dans ce moment-là, elle a fait une amnésie que j'ai déjà publié des poèmes et qu'en plus, les poèmes, je les ai mis sur mon Facebook. Alors que la plupart du temps, je mets en story. Au bout de 24 heures, c'est disparu. Donc en fait, il n'y a que de la contradiction. Toutes ces suppositions, vous voyez, n'ont aucune cohérence, mais elle a besoin de faire mal. Elle a besoin de faire mal. Cette même personne m'avait dit, elle m'avait dit qu'elle était heureuse de m'avoir, moi et l'intelligence artificielle, parce que l'IA, parce que ça l'aidait énormément dans sa thérapie. Je lui ai dit, je suis heureuse de savoir que pour le temps que je te consacre, tu me compares à de l'IA. J'avais trouvé ça, mais enfin, vous voyez, cette personne n'a aucun tact, n'a aucun savoir-vivre. Elle utilise les gens pour avoir, pour recevoir. Elle abîme tout le monde au passage, mais ça, elle s'en fout, parce qu'il n'y en a que pour elle. Est-ce que vous voyez là toute la dalidite, tout le narcissisme et tous les traits de personnalité qui ne sont pas beaux? Si vous-même vous sombrez là-dedans, inévitablement, vous n'allez pas vous faire des amis dans votre vie parce que, vous voyez, c'est quand même très laid. Le narcissisme qu'elle a la pousse à devenir perverse, persécutrice. Mais à aucun moment, elle n'est connectée au cœur, à aucun moment, elle n'est réellement en empathie envers l'autre, à se dire qu'accessoirement, elle a quand même envoyé
3 heures de message alors qu'elle devait occuper un espace-temps de 30 minutes de temps de parole. Non, 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 non. Vous devriez tout arrêter pour elle. Vous voyez? Elle n'est pas capable de se mettre à la place des autres. Il y avait cette phrase, d'après une étude très sérieuse, se mettre à la place de l'autre de temps en temps empêche de devenir un gros con. Ben vous allez devoir repérer ces gens-là. Vous allez avoir un défi avec des personnes comme ça, qui, en plus, quelques jours auparavant, je vous avais repartagé l'article sur les faux gentils. Ben, cette personne va se présenter comme une fausse gentille. Vous allez avoir différents cas de figure, et dans les cas de figure, vous allez avoir aussi donc, des personnes, vous avez vu les rigides qui en font des tonnes, etc., hein, les militantistes, voilà. Et vous allez avoir des personnes comme ça qui ont l'air de fausses gentilles, qui larmichouent, larmichettent, mais ce n'est pas des gentils. Ils ont une violence de malade. Et dès qu'ils sont un peu en mode bipolaire, c'est que ils sont dans beaucoup de en faire des tonnes et ils switchent direct dans ce côté bipolaire, agression, colère, agressivité, pour un tout petit grain de sable qui n'a ni queue ni tête, mais qui a touché leur narcissisme, ce côté très auto-centré. Inévitablement, ça, c'est pas du tout séduisant. Et là, ça va être une vidéo papillon de nuit 4, et il y a plusieurs morales à ça. C'est que là-dedans, vous devez apprendre à être votre sécurité. Donc, vous allez avoir des défis comme ça pour savoir repérer les gens qui sont comme ça, qui sont dans des faux semblants, des manipulations. Cette semaine, en plus, on révise la chanson d'Indochine, le chant des signes. Et dans cette chanson, on vous dit, ils seront toujours derrière vous, les guerriers, ils seront toujours derrière toi, les salauds, les héroïnes. Donc les héroïnes, c'est les militantistes. Les guerrières, c'est pareil. Les orphelines. Oui, les orphelines, c'est le côté je veux te posséder, je veux toi te posséder. Et ça, c'est ce que ces personnes ont voulu faire avec moi, c'est qu'ils voulaient me posséder comme une chose, un objet. Et comme ils n'ont pas pu me posséder, parce que je suis leur thérapeute, ils sont frustrés et partent dans une agressivité. C'est soit je te possède, soit je t'en fous plein la figure si je ne peux pas te posséder. Vous voyez? L'aigle noir, la chanson de l'aigle noir, c'est ça. Et cette semaine, il y a un défi aigle noir, puisque c'est dans la chanson de cette semaine. Et j'ai tout de suite compris, après j'ai dit, ah, c'était mon défi aigle noir, et j'ai une contraction. Bon, je l'ai repéré, hein, voilà. Donc j'ai réussi mon défi. Mais là, inévitablement, vous allez en avoir un, et inévitablement, moi, quand je vais revoir cette vidéo au moment où elle sera diffusée, puisque là, aujourd'hui, on est 11 juin, mais quand elle sera diffusée, ce ne sera pas cette date, je vais avoir de nouveau le même défi que vous. Vous voyez? Car c'est toujours ainsi que ça se passe. Donc, vous allez devoir repérer tout ça. Le but de tout ça, ces entraînements, c'est de vous apprendre à être dans une cohérence d'analyse, de savoir repérer et nettoyer vos effets à l'eau. Hein. Ce n'est pas parce qu'une personne larmichoue, larmichette ou se victimise que c'est une personne gentille. Pas du tout. Moi, j'ai mis des effets à l'eau sur ces personnages-là depuis toute petite, car j'étais sensible. Donc, voir quelqu'un pleurer ou avoir souffert, ça arrivait beaucoup à appuyer mon bouton compassion. Donc, j'étais très manipulable par ça. J'étais très naïve avec ces gens-là. Mais en fait, c'est des gens qui parfois font juste un jeu de représentation parce que ça marche bien. C'est une clé de manipulation qui marche du feu de Dieu. Donc, attention à cet effet halo. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas non plus vous dire que toutes les personnes qui sont comme ça, on va tous les mettre dans le même sac. Ça veut dire donc tous que ce sont des manipulateurs. Non, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment des parcours de vie compliqués. J'en ai plein. Et fort heureusement, le pourcentage n'est pas le même. Hein. Ces personnes-là, baratineuses qui viennent et qui sont des persécuteurs qui arrivent en consultation, ça reste un pourcentage plus bas que les autres.
mais il faut être capable quand même de les identifier. Donc ça vous permet un peu d'être testé sur votre capacité d'analyse, de faire la part des choses entre les deux. Ensuite, si vous-même, vous avez des mécanismes de persécution, parce que vous avez vu les gens autour de vous toujours faire ça et vous pensez que c'est normal, de voir cette vidéo vous permet de voir que ce n'est pas normal de faire ça. Donc en fait, d'entendre que moi-même, je n'admets pas, je rejette la manipulation, que je dénonce ces mécanismes de manipulation, que je suis choquée de ça, ça va vous permettre de voir que ça, c'est des comportements toxiques et que ça va vous donner une prise de conscience d'arrêter sur le champ de le faire. Donc en fait, le but de tout ça, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'objectifs à des vidéos d'énonciation de ce genre. C'est de réapprendre ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, de remettre les choses dans les bonnes colonnes. Parce que quand on est habitué, nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, si vous êtes entouré de gens qui font ça tout le temps, vous pourriez banaliser ces choses-là et vous autoriser à le faire. Non, ce n'est pas OK. Donc en fait, le fait d'entendre des choses comme ça, si vous-même vous avez des mécanismes de manipulation de ce genre-là, ben ça va vous permettre de dire « Non, ben j'arrête, c'est vrai que c'est pas OK. Peggy a raison, je vais arrêter. » Vous voyez? Donc ça permet de remettre les choses un peu dans les bonnes colonnes. Derrière ça, si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps, vous avez vu que ce n'est pas la première vidéo papillon de nuit que je fais. Ça va être la papillon de nuit 4 ou 5 ou 6, j'en sais rien. S'il y en a d'autres qui ont déjà été tournées, je ne sais plus, ou en fonction de l'ordre dans lequel ça sera publié. À chaque fois, les personnes qui ont été, les cas de figure qui ont été utilisés et dénoncés dans ces vidéos, c'est toujours des personnes qui ont un point commun. Quel est ce point commun? Ce sont des personnes qui voulaient être le centre du monde. C'est des personnes qui voulaient être sous les projecteurs. Et cette névrose de Dalidite, de vouloir être sous les projecteurs, a entraîné chez eux des mécanismes de persécution quand ils ne l'étaient pas. Et ils se prennent leur retour de manivelle. Un retour de karma, c'est qu'ils sont exposés sous les projecteurs, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'eux voulaient être sous les projecteurs pour obtenir de l'amour. Ben non, en fait, ils vont obtenir tout le contraire, parce que c'est pas OK leur façon de fonctionner. Cette dénonciation qui, certes, est faite publiquement, eux, ça se passe comme ça. Pour ces cas très extrêmes que j'ai eus, les papillons de nuit sont des cas très extrêmes que j'ai eus. Mais vous, c'est pareil dans votre vie. C'est-à-dire que si vous faites les choses pour être sous les projecteurs, par narcissisme et sans être dans une connexion au cœur, vous allez voir que vous allez récolter exactement le contraire. Vous allez être mis sous les projecteurs, mais d'un point de vue positif, négatif, alors que vous recherchiez du positif. Vous cherchiez à recevoir, à vous abreuver de l'extérieur pour nourrir votre narcissisme. Et vos guides vont vous confronter à l'inverse. Ils vont vous faire vivre exactement le contraire. Vos guides vont orchestrer que... Excusez-moi. Les guides vont orchestrer comment dire, que vous allez être mis sous les projecteurs, mais vous allez récolter du négatif. Donc vous allez être sous le projecteur pour du négatif, parce que vous étiez prêt à n'importe quoi et à abîmer des gens. Et vous avez abîmé des gens pour être sous les projecteurs. Ça a manqué de connexion au cœur, ça a été narcissique, ça a été pervers. Vous avez abîmé des gens pour être sous les projecteurs. Donc inévitablement, vous allez subir la soupe que vous avez fait manger aux autres. C'est-à-dire que vous allez devoir être abîmé publiquement. Vous allez devoir être abîmé publiquement. En ce moment,
le karma tombe sur tous ces mécanismes-là, de dalidite, de perversion, où votre narcissisme fait que vous abîmez des gens par narcissisme. Donc, vous allez être, vous aussi, dénoncé publiquement. Donc, si vous avez fait quelque chose au travail qui n'était pas OK, en famille qui n'était pas OK, dans un cercle d'amis qui n'était pas OK, vous allez dans une association, que vous avez fait des choses où vous avez abîmé des gens pour être sous les projecteurs, pour obtenir, pour avoir, sans connexion au cœur, vous allez devoir subir un retour de manivelle. Et ce retour de manivelle, c'est qu'il va y avoir, on va parler de vous. On va parler de vous. Je l'ai déjà annoncé à quelques personnes en consultation qui l'ont fait. Je leur ai déjà dit en consultation. Ils m'ont dit, oui, je suis déjà en train de... J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu que je me prenais mon retour de manivelle. Ok. Mais là, je l'annonce officiellement dans cette vidéo. Je l'ai dit aussi dans les petites diapos roses que je mets sur YouTube tous les matins. Mais là, je fais une vidéo officielle pour le redire parce que, ben déjà, tous ceux qui ont été testés autour du 11 juin, hein, ça fait quand même déjà 2-3 semaines que vous êtes observés là-dessus. Voilà. J'ai pas, comme vous le savez, je tourne pas beaucoup de vidéos. J'essaye de reprendre le rythme depuis peu, mais je n'avais plus du tout envie de tourner de vidéos. Les guides le savent. Je suis restée depuis le début de l'année, parfois plus de 6 semaines sans en tourner une seule. Et franchement, moi, ça me convenait tout à fait de ne pas tourner de vidéo. Hein. Je réaccepte d'en tourner, d'accord, de façon un peu avec parcimonie quand moi, ça m'arrange. Inévitablement, vous avez été testé, observé dans tous ces moments où je n'ai pas fait de vidéo. Croyez pas. Hein. Pareil, les vidéos The Crown, là, elles vont peut-être réaccélérer, mais vous avez été testé et observé sur les phases où il n'y a pas eu de... Il y a eu en pause les vidéos. Donc là, il y avait eu une longue pause sur... ce matin, j'ai revu dans les révisions l'épisode 10 de la saison 3. À cette époque-là, il y avait eu une longue pause dans le tournage des vidéos The Crown parce que les gens étaient testés avec leur Toxic Mama. Puis ensuite, il y a eu la saison 4 qui a repris. Puis j'ai fait de nouveau une longue pause dans le tournage des vidéos The Crown parce que je ne les regardais pas de toute façon. Et là, ça a été un long test d'observation avec les Karbika. Et là, on va réaccélérer. Moi, hein, voilà. Mais en tout cas, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Vous allez revivre, vous allez faire des séances de rattrapage sur ces trucs-là, ces analyses au moment où cette vidéo va tomber. Donc moi, souvent, je sais avant que vous êtes observé, testé, et la vidéo tombe après, au moment où vous allez avoir le rattrapage. Mais en général, je vous ai déjà fait passer des messages dans mes publications, je vous ai déjà fait passer des messages dans les diapos roses, même sur YouTube. Je vous ai déjà prévenu dans les axes de la semaine, du jour, etc. à la première vague de tests. Dans les révisions, vous aviez déjà tous les indices. Inévitablement, si vous merdez malgré tous ces indices, bah, c'est que vous n'avez toujours pas la prise de conscience, vous n'avez toujours pas de connexion au cœur, vous n'êtes toujours pas choqué d'avoir une façon d'agir toxique avec les autres, vous n'êtes toujours pas choqué d'abîmer les autres. Il y a des prises de conscience qui ne sont toujours pas très lumineuses en vous, de la toxicité encore à nettoyer. Donc observez ces choses-là et observez autour de vous, vous verrez que les personnes qui vous ont abîmé gratuitement vont être mis sur la place publique et être aussi abîmées, elles également. Vous verrez que tout le monde se prend son retour de manivelle, parce que vous n'êtes pas droit. Vous n'êtes pas droit dans votre façon d'agir. Par contre, à ne pas mélanger, donc c'est toujours cette juste nuance de gris,
c'est qu'à côté de ça, vous devez avoir les couilles de savoir dénoncer les façons d'agir qui ne sont pas OK. Donc, vous ne devez pas persécuter, mais vous devez être capable de dénoncer les actions pas OK qui, elles, sont basées sur des faits. Parce que vous n'avez pas le droit non plus d'être lâche. Donc, en fait, vous êtes hyper testé sur les deux et dans cette capacité d'analyse, d'avoir le comportement adéquat en fonction des situations. Ceci dit, vous le savez, ça fait quand même plus d'1 an que je partage des vidéos jugement vs dénonciation, des vidéos dénonciation, parce que pour moi, j'avais extrêmement peur de dénoncer, puisque j'avais une peur du conflit, et en plus, pour moi, j'avais une tendance à penser que dénoncer allait abîmer la personne. Donc en fait, moi j'étais trop dans cette connexion d'empathie d'un persécuteur, et j'avais une forme de culpabilité envers ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de défis et qu'on m'envoie autant de défis à ne pas protéger ces gens-là, à faire beaucoup de vidéos dénonciation et à ne pas protéger les persécuteurs et les personnes toxiques. Donc là, par rapport à tout ça, vous allez être testé sur tout ça. Je vous avais conseillé aussi de regarder Marié au premier regard. Normalement, vous devez avoir accès au replay. Et par rapport à ce replay, si vous les regardez ou si vous les avez regardés, il y avait beaucoup de choses à travailler en regardant cette série. De voir que tous les hommes ne sont pas évidents. Il y a des hommes qui savent être attentionnés, qui n'ont pas peur de montrer leurs émotions. Donc arrêtez de vous contenter d'à peu près et de vous contenter de personnes qui n'ont pas envie de vous donner. Dans ces émissions, il y avait plusieurs trucs aussi, de ne pas faire d'amalgame qu'une fille coquette et superficielle. Vous avez vu qu'une nana a été jugée là-dessus. Le mec l'a jugée superficielle parce qu'elle était coquette. Il n'a pas cherché à la connaître. Il s'est braqué direct, il a eu des a priori. Et en fait, c'est lui qui était finalement persécuteur. Il a été dur avec cette nana. Ensuite, il y avait le stéréotype du gars qui était que tard. Hein. La nana, elle a cru qu'elle allait le changer, mais le gars, non, il n'a pas du tout envie de s'engager, de s'investir. Donc, il est un peu enflammé au début, il séduit, puis après, tout de suite, il met une distance, il est hyper distant, il ne parle plus, il est fermé. Il est en apparence solaire, mais après, il est hyper lunaire. Voilà, donc il y a eu ces différents clichés, stéréotypes qui sont sortis. Ensuite, il y a une nana qui avait morflé dans son passif, donc on voit qu'elle n'est pas guérie, mais qui veut se marier pour réparer une relation pansement. Donc c'est le mariage, elle est solaire, elle est joyeuse. Dès le matin, elle raconte toute sa life et toutes ses déboires en pleurant. Donc le gars, ça l'a bloqué, ça l'a effrayé. Ça l'a complètement fait peur. Et en fait, elle a trop cherché à utiliser l'autre pour réparer comme pansement. C'était pas du tout OK, c'était très excessif. Tous ces comportements dans les relations sentimentales qui sont pas OK sont apparus dans tous les cas de figure. C'était très très intéressant. Très intéressant à regarder cette émission. Donc vous allez peut-être être testé sur tout ça. Inévitablement, de voir parfois des émissions comme ça, que ce soit ça ou même parfois L'amour est dans le pré, ce sont des émissions qui vous permettent de voir les coulisses de gens dans leur façon de vouloir séduire l'autre, de vouloir tisser une relation, et vous entendez dans les coulisses ce que pense l'autre et se dit non mais ça, moi ça m'a fait peur, ah non mais ça, moi j'aime pas. Et en fait, vous allez voir que toutes vos stratégies de séduction, comme on est dans le portail de la stratégie, se retournent contre vous au final. Tous ces masques, toutes ces stratégies se retournent contre vous. Ces stratégies pour obtenir de l'attention font que, au contraire, vous n'en avez pas. Ça met un stop à la relation, ça passe pas, ça bloque. C'est toujours intéressant parce que vous-même, parfois, vous le faites. Et quand vous le voyez comme ça, sur un écran avec deux personnes en face de vous et que c'est extérieur à vous, là, ça vous éclate aux yeux. Vous dites « Oh,
Mais ouais, mais c'est pourri de faire ça. Mais elle aurait pas dû. Puis après, oh, mais moi-même je le fais. Oh là 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 là, mais moi-même je le fais. Ça vous permet d'avoir des déclics. Ces émissions-là ont au moins cet intérêt-là. Hein. Ça vous permet d'avoir des déclics sur vous-même, comment vous agissez. Voilà. Je n'ai plus d'espace. J'utilise toujours mon ancien téléphone pour les vidéos parfois. Donc ça, c'est encore mon vieux téléphone. Comme ça ne sature pas le nouveau. Je vais vous laisser là. La vidéo, de toute façon, est longue. Et donc, bon défi à vous. Vous allez avoir des défis. Voilà. Belle journée. Ah oui, j'ai oublié un truc. J'y repense après coup. La duchesse princesse d'hier, il faudrait arrêter que vous m'offriez des crayons. Ça la dérange. Ouais, ça la dérange. Elle trouve que c'est des cadeaux de merde parce que un crayon, quand il est usé et fini, il reste rien. Lui, son poème, il va rester. Ouais. Donc, elle dénigre les cadeaux des autres pour encore s'en servir comme marchepied pour se mettre en valeur. Sauf que moi, j'aime bien les crayons. Donc, en fait, j'ai pas le droit que vous m'offriez les cadeaux de ce que j'aime. Non. Non, c'est elle qui doit passer avant. Ouais, bah c'est elle. Elle. Ouais. Ouais, c'est trop naze, hein. Moi, j'ai des goûts de merde et vous avez des goûts de merde. Son poème, il passe avant tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est laid, hein, d'être comme ça. Ouais, c'est laid. C'est pas super lumineux. Hein. Ouais, c'est moche. Ouais, quand on veut prendre toute la place dans la vie des autres, vous voyez comment c'est laid? Ouais, c'est moche. Voilà. Allez, belle journée.